Donc, présentation de notre voyage en Afrique du Sud et au Lesotho. C'est un voyage qui est dans l'histoire de Caravanier encore relativement récent. La première édition a été faite en 2023, que j'ai eu la chance de guider donc avec FX. On l'a créé vraiment de A à Z. Ça a été une grosse volonté de faire quelque chose de nouveau, d'aller jouer avec notre créativité, notre côté ludique aussi dans ce voyage. Et je trouve que parmi tous les voyages qu'on offre chez Caravanier, celui-là s'inscrit, je trouve, dans les voyages un peu signature, parce qu'il est vraiment tricoté. C'est un voyage qui est guidé par un guide caravanier d'ici, avec le soutien d'équipes locales aussi, que ce soit au Lesotho, puis en Afrique du Sud, dans les Drakensberg. Mais sinon, pour tout le reste, il y a quand même une grosse logistique. Il y a plein de petites adresses. On s'est vraiment amusé à toujours aller chercher nos petits coins favoris, que ce soit dans les hébergements, dans les restaurants ou dans les arrêts qu'on va faire. Ce qui fait qu'il a vraiment une couleur particulière, je trouve, ce voyage. Et ben voilà, je vais pouvoir vous parler de. Ben, je vous le situe un peu rapidement aussi. Donc, l'Afrique du Sud. Là, j'ai mis plusieurs points en rouge. En fait, c'est pas mal les grands chapitres de ce voyage. Donc, on va arriver et on repart de Johannesburg. Ça va être un peu notre point d'arrivée et de départ. Ensuite, on va aller rejoindre le Lesotho pour notre premier trek. Donc, ça va être disons qu'un grand chapitre du voyage. On va aller remonter un petit peu pour aller découvrir Clarence puis le parc de Golden Gate avant de faire notre second trek dans les montagnes du Drakensberg. Et ensuite, ça va être la fin pour revenir à Johannesburg. Puis de là, il y a des extensions super intéressantes pour ceux qui veulent, qui ont le temps, qui ont l'envie, que ce soit avant ou après le voyage. C'est sûr que d'aller en Afrique du Sud, si on n'a jamais fait de safari, ça vaut vraiment la peine. Donc, il y a le parc national de Kruger qui est quand même très intéressant. Il y a des vols internes, sinon c'est quand même une longue route pour le rejoindre, mais ça peut être une bonne option. Et ensuite, il y a la ville de Cape Town, qui est franchement un gros coup de cœur que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça vaut la peine aussi. Il y a une autre ambiance complètement. On est dans une ville un peu coloniale, là. On retrouve quand même une ambiance, des couleurs en ville bien, bien différent de ce qu'on aura vu à Johannesburg, justement. La raison pour laquelle on commence pas, puis on n'a pas inclus directement dans notre voyage Cape Town, c'est que bon, la durée du voyage serait bien plus longue. Ça prend aussi un vol interne. Il faut pas oublier que les distances sont quand même énormes dans le pays. Donc, on voulait vraiment limiter aussi les transports, limiter les distances pendant le voyage, sachant qu'en plus, Cape Town, on est vraiment en ville, donc ça se fait très bien par soi-même. On n'y apporte pas nécessairement une expertise particulière. Donc, on a vraiment préféré se géoconcentrer dans la partie la plus montagneuse, puis ce qui nous offrait vraiment une bonne perspective, un bon premier aperçu du pays. Alors voilà pour la situation. Là, je vous ai fait juste un petit zoom pour vraiment mieux vous situer parce que on arrive de Johannesburg, ensuite donc Lesotho, on va aller plus par ici. Clarence, on y reste 2 nuits dans un endroit très très sympathique. Et ensuite départ vers les Drakensberg, puis ensuite on remonte direction Johannesburg. Donc là, on a juste le petit zoom un petit peu plus. Mais d'abord, je vous parle donc de votre arrivée. Johannesburg, c'est quand même une ville assez déroutante, je trouve, parce que déjà, elle a été créée de toutes pièces. Vraiment, elle a été créée au milieu de nulle part, surtout parce que quand, je veux dire, à l'époque des Afrikaners, ils ont découvert, quand ils se sont un petit peu plus émancipés, puis partis dans les terres, ils ont découvert qu'il y avait des gisements d'or. Donc, ils en ont créé comme un terrain minier tout autour. Puis Johannesburg, la ville a pris vraiment privés à ce moment-là, ils ont créé cette ville-là pour pouvoir accueillir justement les travailleurs qui allaient travailler dans les mines. Donc, ce qui en fait, bah, je veux dire, elle a une ambiance très industrielle, vraiment très très différente que, par exemple, Cape Town, qui était comme un comptoir vraiment pour les Afrikaners, pour pouvoir accueillir les bateaux qui transitaient et pouvoir se ravitailler en fait avant de contourner. Ce qui fait que Johannesburg, d'habitude, dans nos voyages chez Caravanier, on aime bien commencer, se garder les grandes villes pour la fin. Dans des petites villes, des petits villages un peu plus à l'écart, excentrés, pour arriver plus au calme. En Afrique du Sud, c'est plus difficile autour de Johannesburg, donc on a vraiment pris le pari de finalement vivre la ville à fond, dès le début, parce qu'il y a quand même des choses super intéressantes qui, je pense, sont vraiment nécessaires pour une bonne introduction à l'Afrique du Sud, à la compréhension du pays et à son histoire. Et Johannesburg vient vraiment offrir ça.
Sachant que au début et à la fin, on n'offre pas les mêmes expériences de Johannesburg. Quand vous allez arriver, on vous emmène dans un petit quartier qui s'appelle Maboneng, qui est un quartier post-industriel qui est très émergent. Il y a énormément d'artistes, toute la nouvelle génération aussi qui prend vie dans ce quartier, donc ça donne vraiment une couleur particulière. Puis au retour, par contre, on va aller dans un autre quartier bien différent de Johannesburg pour on va avoir la chance de rester dans un lieu complètement inédit que j'aime garder secret puis faire la surprise à la fin parce que c'est vraiment un endroit d'exception. Donc Maboneng, comme je le disais, il y a plein de petites boutiques d'art, plein de petits cafés fancy, ce qui fait que ça reste quand même très agréable. Le quartier est vraiment pas gros. Johannesburg, c'est pas une ville qui se marche. On n'y va pas pour flâner, on va pas y rester des heures à marcher en ville. Ça, c'est une des réalités quand même qu'il faut comprendre puis qu'il faut avoir quand on arrive à Johannesburg. Donc, c'est pas non plus la ville où je vous conseillerais d'arriver d'avance pour vous balader. Si c'est le cas, allez plutôt à Cape Town. Mais par contre, pour avoir une bonne compréhension en fait de l'histoire, c'est un excellent point de chute parce que c'est un peu l'épicentre de beaucoup d'événements importants. Faut pas oublier que l'apartheid, donc l'État ségrégationniste, a pris fin il y a une trentaine d'années, donc c'est très récent encore dans l'histoire du pays. Ça a été profondément marqué pendant quasiment des siècles là, donc l'apartheid en Afrique du Sud. Donc le musée de l'apartheid, on va le visiter. En fait, on prend du temps en début de séjour pour vraiment avoir cette compréhension-là. Le musée est hyper bien fait, pas nécessairement moralisateur ou culpabilisant en fait pour les Blancs qui le visitent. Au contraire, je trouve qu'il met vraiment en lumière l'histoire, la vérité, une bonne compréhension, puis c'est fait quand même de façon très ludique. Donc c'est quand même je trouve que c'est une très bonne introduction. Dans notre temps à Johannesburg, on va aussi aller faire un petit tour du côté de Soweto. Soweto, en fait, c'est un des quartiers en périphérie de Johannesburg. En général, c'est comme des bidonvilles un peu là qui sont vraiment des townships qu'on appelle ça, qui sont autour de Johannesburg. Et l'idée, c'est pas du tout de rendre ça malaisant. Encore une fois, on veut pas se balader dans des bidonvilles pour voir la pauvreté des gens. Au contraire, c'est que Soweto, c'est une contraction de South Western Township. Puis ça s'est énormément développé. Ça a aussi été l'épicentre de beaucoup de manifestations très importantes, des lieux de vie aussi de prix Nobel tels que Nelson Mandela, Desmond Tutu. Donc il y a vraiment une histoire dans Soweto. Et je trouve qu'il y a un nouveau regard parce que de plus en plus, c'est un quartier qui émerge. Évidemment qu'il y a encore beaucoup de pauvreté, ça c'est évident, mais ça reste que dans le quartier, on aime ça, on va faire un tour à pied, en fait, une demi-journée. On est accompagné par des jeunes du quartier qui ont vraiment l'envie de nous montrer un autre visage, en fait, parce qu'il y a plein d'écoles qui se construisent, il y a énormément de centres communautaires, il y a plein de petites adresses, il y a une microbrasserie dans Soweto, ce qui fait qu'ils vont nous montrer un petit peu leurs bonnes petites adresses. On va aller goûter des particularités aussi qu'on trouve vraiment en Afrique du Sud et dans le quartier, en tout cas, pour vraiment goûter aussi les saveurs locales. Donc, je trouve que c'est vraiment un regard super intéressant. On a la maison de Nelson Mandela aussi qu'on peut aller visiter. Et donc, je trouve que ça donne vraiment une autre dynamique. En fait, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine de voyeurisme un peu hyper malaisant. Moi, je trouve qu'au contraire, ça nous donne un beau regard parce que même chose, ils ont tout un enjeu évidemment avec l'écologie, avec le traitement des déchets. Ils se font je veux dire, souvent submergés par beaucoup de déchets, mais il y a plein d'actions qui sont mises en place justement par les jeunes pour pouvoir pallier à ça. Et c'est super intéressant en fait d'avoir aussi leur regard puis leur réalité et pas toujours ce qu'on s'en fait finalement. Donc voilà pour notre petite introduction à Johannesburg. Ensuite, on va aller prendre la route, puis on va directement aller vers le sud pour aller rejoindre le Lesotho. Puis ça, le Lesotho, ça a été un énorme coup de cœur. Quand on a travaillé là-dessus, on connaissait vraiment rien, quasiment ou très peu du pays. Très peu d'agences proposaient des voyages au Lesotho, ou alors souvent, ça va être des petites incursions dans le pays pour aller passer une ou deux journées, puis ensuite ils repartent. Donc il y avait très peu d'informations. Puis la première fois qu'on y a été, puis encore une fois, j'y suis retournée l'année passée et ça a été encore une fois un énorme coup de cœur parce que c'est comme un petit pays enclavé complètement au milieu de l'Afrique du Sud. C'est un royaume. Il y a encore un roi, même s'il a plus de pouvoir vraiment exécutif, mais ça reste qu'ils ont complètement gardé leur indépendance. Ils n'ont pas été touchés par la ségrégation, par l'apartheid, parce qu'ils ont su justement garder leur indépendance. Ils ont été sous protectorat anglais pendant des décennies, ce qui leur a vraiment permis de conserver une culture, une identité très forte, bien à eux, sachant que là-bas on parle le Basotho. Et,
Et donc, vraiment très intéressant. C'est un pays entouré de montagnes. Le Lesotho, c'est un des rares pays en fait où il est entièrement en altitude. L'altitude la moins haute, on est autour de 1600-1700 mètres. Puis après ça, on peut aller jusqu'à 3000-3200 pour les sommets des montagnes. Puis tout le côté est est délimité naturellement par justement les montagnes des Drakensberg. Donc ça reste un endroit très montagneux. On a voulu justement rendre le Lesotho, puis notre premier trek, assez culturel, parce que c'est ça qui est le fun aussi, c'est que c'est un des pays, je veux dire, les moins touristiques, les moins fréquentés, mais les petits villages ont vraiment su garder leur complète authenticité. On a l'impression de faire un bond dans le passé où ça n'a jamais bougé, en tout cas. Et il y a une couleur particulière au Lesotho, donc on va vraiment y marcher pendant 4 jours, de village en village. On va dormir les nuits en hutte, puis ça, je vous en parle juste après. Ce qui fait vraiment un super itinéraire pour découvrir la vie des Basotho et d'être au contact avec eux. On va arriver au Malealea, qui est un tout petit village, mais il y a un super petit lodge comme ça dans des huttes traditionnelles qu'on va vraiment retrouver très régulièrement au Lesotho. Donc on va dormir dans des huttes, c'est quand même assez confortable, on le voit là. Donc cette première nuit-là va être très confort. Et ça va être notre point de départ. Puis sachant que le Mali Aléa aussi, c'est important dans les hébergements qu'on choisit, puis quand on décide avec qui travailler. Bah, il en fait partie en tout cas parce qu'ils ont vraiment une implication sociale qui est très forte. Ils aident, ils reversent à chaque année des subventions. En tout cas, ils ont un fonds, une fondation qui permet d'aider justement l'école du village. Alors c'est aussi un fait qu'on apprécie grandement quand on va dans ce genre d'endroit. Et évidemment, sur place, il y a énormément d'emplois qui sont créés pour les communautés tout autour. Le Maléaléa, ah puis j'en reviens aussi rapidement sur la route parce qu'évidemment cette journée, c'est quand même une bonne journée de route. La douane, on a une douane à passer, donc on ressort nos passeports pour pouvoir rentrer au Lesotho. J'ai eu deux cas de figure à date. On a déjà eu la chance de passer très très vite à la douane du Lesotho avec pour seule question comment allez-vous? Puis ça avait été vraiment très très relax. Et à contrario, bon parfois ça peut être un petit peu plus de zèle, ça pose plus de questions, il y a plus d'attentes, bref. Donc on prend cette journée-là, disons, comme une journée de transition. Puis mais bon, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de formalité plus que ça là. C'est juste une question de patience. Et quand on arrive au Maléaléa, si on a la chance puis qu'on n'arrive pas trop tard, parce qu'encore une fois, il faut qu'on arrive avant le coucher du soleil, ben on a subventionné en fait il y a 2 ans une course équestre. À savoir que au Lesotho, en fait, l'équitation est vraiment un mode de vie. Les gens se déplacent souvent en cheval. Donc vraiment, ils vont aller se balader de village en village, puis ils vont se déplacer avec ce moyen de transport-là le plus souvent. Puis souvent pour marquer des événements très importants, que ce soit pour marquer l'anniversaire du roi, pour marquer, bref, des événements importants. Puis souvent, ça va être dans l'été, mais c'est pour ça qu'on les subventionne, nous, quand on y va. Ben, ils font des courses équestres qui sont quand même vraiment des événements hyper rassembleurs. Il y a une ferveur qui se fait à ce moment-là de l'année. Pour eux, c'est aussi très important parce qu'ils vont parier beaucoup. Donc, ça peut être quand même un gros gain d'argent, sachant que le salaire au Lesotho est vraiment très, très, très bas. Donc, parfois, le fait de parier, ça les engage dans des grandes sommes, mais le fait de gagner peut vraiment les aider énormément. Donc, ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de ferveur. Et donc, quand on l'avait organisé, on avait vraiment eu la chance de vivre ce moment-là. C'est ce qu'on fait à chaque départ aussi. Encore une fois, c'est toujours aléatoire en fonction de notre heure d'arrivée puis de la durée d'attente à la douane. Mais sinon, en tout cas, on fait tout pour arriver à temps et pouvoir y assister. Mais souvent, ça ramène aussi des gens de plein de villages alentours là qui peuvent faire vraiment des heures et des heures de marche pour pouvoir nous rejoindre et assister à l'événement. Donc, c'était vraiment un super moment qu'on a partagé puis qu'on se souhaite de revivre. Après ça, on part pour la marche. Donc, on part en réalité, c'est donc 3 jours en autonomie, puisque la quatrième journée, donc on va arriver, puis je vous en parle juste après. Mais donc, c'est 3 jours de nuit en autonomie, de village en village. Et là, on va vraiment avoir une super bonne idée de comment les gens travaillent, vivent. On les voit travailler dans les champs de façon, je dirais, hyper traditionnelle.
Au Lesotho, c'est souvent des sentiers qui sont bien tracés parce que c'est des sentiers qu'ils empruntent eux-mêmes, les habitants, pour transiter d'un village à l'autre. On est accompagné de chevaux, de mules pour porter la logistique. Donc au Lesotho, on porte pas de sac à dos plus lourd que d'habitude. Là, c'est vraiment un sac de jour. Le reste, donc on a le soutien de mules pour porter tous les bagages. Donc ce qui fait aussi un bon soutien et qui rend la marche plus agréable, évidemment. On dort, comme je disais, dans des huttes traditionnelles. Donc là, on a un exemple parfait d'un endroit qui est absolument magnifique. Je pense que c'est un de mes endroits préférés au Lesotho. Faut savoir sortir de sa zone de confort pour 2 nuits. C'est pas énorme, mais c'est 2 nuits où vraiment vous sortez de votre zone de confort. Faut vous dire que là, on est dans des huttes. Je veux dire, les gens dorment là-dedans. Là. C'est vraiment des huttes du village. Le chef nous ouvre les portes. Il a déménagé les affaires, puis on dort sur la terre battue. Donc souvent, on va ramener des petites bâches ou quelque chose à mettre sur le sol pour au moins couper la poussière, etc. On fournit, ou on vous demande d'apporter de toute façon vos matelas de sol de camping. Donc, vous avez quand même du confort avec vos matelas, vos sacs de couchage, etc. Mais on dort à l'intérieur. Donc, on a 2 huttes. Souvent, on peut être 4-5 dans les huttes. Donc, c'est comme une sorte de petit dortoir. C'est sûr que c'est peut-être pas encore une fois le gros, gros confort, mais je trouve que l'expérience, encore une fois, ça vaut vraiment la peine. Alors, c'est vraiment, moi, je trouve que pour ces 2 nuits-là, puis on est au milieu des montagnes, là, assez vite, aussitôt qu'on prend la marche, il n'y a aucune route, on croise zéro, zéro voiture, là, c'est évident, tout se fait à pied. Donc, on vit vraiment cette expérience-là. Là, on a une autre, c'est l'autre nuit où on va passer la nuit, la deuxième nuit, dans le fond. C'est ce genre de petite hutte aussi, de grande maison, il y a la petite cuisine où on s'éclaire à la frontale le soir et toujours avec une superbe vue sur les montagnes. On a quand même des bonnes journées de marche au Lesotho. Ah là, exemple parfait, en tout cas que j'adore, de villages dans lesquels on dort le soir, avec justement tous ces enfants hyper curieux qui ont juste envie de jouer avec nous. On met de la musique et si on apporte un petit frisbee ou un ballon, on a vraiment un super moment. Donc, puis cette lumière, si vous êtes amateur de photos, là, c'est un énorme coup de cœur, je me répète. Les montagnes, les marches, en tout cas la marche, les 3 journées de marche sont quand même des bonnes journées de marche au Lesotho. Pour rejoindre les villages, on a quand même des bonnes distances. Puis quand je parle de bonnes distances, je dirais que c'est entre 20 et 22 kilomètres par jour. Donc quand même des bonnes journées. Attendez-vous à marcher entre 7 et 8 heures, étant donné la distance quand même quotidiennement. Les dénivelés et l'altitude, c'est pas tant un facteur, même si on va passer la barre du 2006, 2008. 3000 pour aller passer un col, mais ça fait pas non plus, c'est pas un enjeu du tout sur ce voyage. Alors, mais par contre, les dénivelés, ben, on va monter, descendre dans la journée, ce qui fait que, on peut aussi avoisiner les 800, 1000 mètres de dénivelé cumulés quotidiennement. Donc, c'est quand même 3 bonnes journées de marche, une bonne mise en jambe avant de débuter dans les Drakensberg. Mais on est aussi, encore une fois, toujours récompensé par ces superbes montagnes. Puis on voit les Drakensberg au loin. On voit un petit peu ce qui nous attend pour le prochain trek. Encore une fois, tous les petits villages, on va découvrir la culture Basotho, parce que les Basotho ont souvent, je ne l'ai pas mentionné, mais vous les voyez peut-être au début, mais des couvertures typiques qui portent beau temps, mauvais temps, mais surtout souvent ça va être pour se réchauffer aussi, pour avoir un peu plus chaud, mais il y a mille et une façons de les porter. Puis quand on les porte d'une façon ou d'une autre, ben, ça vient vraiment aussi, en fait c'est un signe distinctif. On aura la chance aussi d'en apprendre un petit peu plus à ce niveau-là, sur leur culture, les chapeaux. Bref, c'est là où on voit justement le petit monsieur avec sa couverture. Ça reste aussi une identité très forte, un élément identitaire de la culture Basotho. Alors voilà. Et justement, Matuso, qui est une petite dame incroyable, qui nous parle des couvertures, qui va nous expliquer les symboles, les façons de les porter, d'où ça vient, l'histoire derrière tout ça et qui a une histoire et une énergie très contagieuse. On va terminer au Lesotho à Semonkong. Semonkong, c'est notre dernier village qui est un petit peu plus grand que le Malea. On va dormir dans un superbe lodge très confortable, vraiment encore une fois des petites huttes traditionnelles mais vraiment super confort. On a un bon restaurant, on retrouve justement on retrouve le confort qu'on apprécie aussi en voyage après avoir été 2 nuits de façon plus rudimentaire, plus rustique.
Et en fait, c'est Mangkok, étant donné qu'on va y rester 2 nuits, on va avoir une journée complète où on va pouvoir aller moduler cette journée comme on veut. Il y a des superbes balades à faire dans le coin. On a justement la chute Maletsunyani, qui est une chute de 200 mètres de haut, qui est franchement spectaculaire. Donc ça, c'est comme un peu le point qu'on on va forcément y aller. Aller en haut des chutes, on n'est pas nécessairement obligé d'aller en bas des chutes, mais en haut, on passe de village en village aussi. Bref, c'est un point assez unique. Et pour les aventureux et ceux qui n'ont pas peur du vide, ben, il y a la possibilité de descendre cette chute en rappel. Les 2 années où j'y suis allée, à chaque fois, il y a la grande majorité des voyageurs, des groupes qui ont voulu tenter l'expérience, même ceux qui étaient pourtant pas très rassurés avec les hauteurs, mais ils l'ont fait pareil. Puis ça a été une expérience vraiment pleine d'adrénaline incroyable. Super sécuritaire sur place. Ils sont vraiment sur la coche là avec la sécurité. Ils nous font déjà aussi, avant de faire la descente en rappel, on fait un entraînement en rappel au lodge parce qu'ils ont des parois, donc ils nous expliquent le matériel, ils nous expliquent tout. Puis une fois sur place, même chose, il y a vraiment sécurité sur sécurité, ce qui fait vraiment une activité unique de pouvoir, parce qu'elle a le Guinness des records, je pense, de la chute, en tout cas en Afrique australe, la plus haute, en rappel. Et donc, c'est vraiment une super expérience, en tout cas. Ça reste optionnel, évidemment. Il y a d'autres possibilités cette journée-là pour ceux qui veulent pas la descendre en rappel. Ça, c'est justement les petits parois au lodge d'entraînement. Hop. Ensuite, donc après avoir terminé notre incursion au Lesotho, on va reprendre la route puis on retourne en Afrique du Sud direction Clarence. Donc là, on va changer d'état, on va aller dans le Free State. Et donc là, Clarence, on y reste 2 nuits. Même chose, c'est vraiment une petite ville qu'on a adoré découvrir. C'est une petite ville un peu grano. Ils adorent. Il y a énormément de galeries d'art. Même chose, des petits cafés, des petites boutiques bio, éco, avec plein de petites choses faites à la main. Bref, c'est vraiment pareil, plusieurs très bons restaurants en ville. Donc on apprécie beaucoup y rester. On a une super adresse, très belle petite auberge aussi. À chaque fois, on est hyper bien reçus, donc on est très content d'y aller. Puis de là, en fait, depuis Clarence, ça va être notre point, notre petit camp de base pour aller explorer autour. Il y a des superbes balades à faire. Même chose, très modulable en fonction des envies. Si certains veulent rester à Clarence pour profiter, faire un petit peu de magasinage, c'est possible. Si vous avez encore le goût de marcher, ben justement, on peut aller dans le parc du Golden Gate, qui est pas très très loin. Et là, on change complètement d'environnement. C'est pas du tout le même type de montagne. Là, on est dans des montagnes de grès jaune, vraiment différent de ce qu'on a vu au Lesotho, puis qui sera complètement différent des Drakensberg. Et dans ce parc, il y a vraiment plusieurs options de balade aussi qu'on fait sur la demi-journée ou la journée en fonction des envies. Il y a comme des cavités aussi dans lesquelles on peut s'insérer pour aller marcher, ce qui rend vraiment cette journée très très bien différente en fait. Un beau contraste avec le reste. Euh, Exemple justement là de point de vue ou de grandes parois là qu'on voit en grès dans ce parc des Golden Gates. Ensuite, on va aller après donc ces 2 journées-là à Clarence, ça va être notre avancée vers les Drakensberg parce qu'on va aller entamer donc notre deuxième trek du voyage qui est un trek de 7 jours. Il y a une journée justement qui est dans le parc du Royal Natal. Le Royal Natal, en fait, c'est un prolongement des Drakensberg. Donc, on va débuter dans le Royal Natal qui est franchement aussi très différente des Drakensberg, parce que là, c'est beaucoup plus vallonneux, très verdoyant, très aérien aussi, ce qui fait que je trouve que cette journée, elle est vraiment magnifique. Elle est quand même, il y a un bon dénivelé, c'est un bon dénivelé, encore une fois, on parle peut-être de entre 700 et 1000 mètres de dénivelé cumulé dans la journée, mais ce qui nous permet vraiment d'aller rejoindre une crête qui est hyper aérienne. Et en fait, on va partir on part, donc, comme je disais, de Clarence cette journée-là. Et on va aller rejoindre un lodge de montagne qui est complètement en hauteur avec une vue incroyable sur Sentinel Peak, puis les Drakensberg. Mais pour le rejoindre, ben, on va justement être euh, dans le Royal Natal. Là, on voit justement notre petite crête dans laquelle on avance. Là, c'est vraiment très, très joli. Donc, très verdoyant. On est à la frontière entre le KwaZulu-Natal et le Free State. Donc, ce qui fait qu'on a toujours le pied entre ces deux États-là. Et ça, c'est justement le lodge dans lequel on arrive. Donc, c'est comme des petites maisonnettes comme ça en plein milieu des montagnes. Franchement spectaculaire. Moi, je trouve qu'encore une fois, je le répète là, mais sur cet itinéraire,
J'ai un énorme coup de cœur pour justement tous les contrastes et les différents types d'hébergements qu'on a réussi à trouver puis à amener. Parce qu'on a autant du rustique, bah, du très local, du rustique, du rudimentaire, que du très confortable. On va jamais dans non plus l'ultra luxe, parce que bon, c'est pas ce qu'on recherche évidemment. Mais il y a quand même un choix. Je trouve que c'est toujours plein de charme. Ça nous surprend toujours soit par les vues, par la situation, ou bah, c'est ça, ça reste toujours très très charmant et confortable. Donc, ici, on va y rester une nuit et ça va être notre point de départ ensuite pour aller rejoindre les Drakensberg. Dans les premières années de trek, dans le Drakensberg, en fait, on l'avait fait en semi-autonomie. Semi-autonomie, ce qui voulait dire qu'on avait une petite équipe de porteurs avec nous qui portait la logistique commune, mais que les voyageurs devaient quand même partir avec un sac plus chargé avec leurs affaires personnelles pour 6 jours d'autonomie. Là, cette année, donc à partir de 2025 puis 2026 là pour les dates, ben, on a revu un petit peu la formule pour rendre le voyage justement un peu plus accessible, ce qui fait qu'on va avoir une plus grande équipe locale. Donc vous continuez de porter seulement votre sac de jour, comme au Lesotho. Donc ça va être un sac avec juste votre nécessaire pour la journée. Le reste, ça va être toute notre équipe locale qui vont porter ben, vos affaires personnelles et la logistique commune évidemment. Donc, les Drakensberg, on a fait le fameux Sentinel Peak là qu'on va pouvoir voir. Là, on est dans un environnement vraiment de roches basaltiques noires, hyper contrastées avec le vert justement qu'on voit un petit peu plus bas en altitude. Ça en fait vraiment des couleurs très contrastées, puis un environnement assez lunaire parfois. Il y a la fameuse Tugela Falls, en fait, notre première journée de marche dans les Drakensberg. Donc, comme je disais, on part 6 jours finalement en autonomie complète avec notre équipe locale. Donc, on part avec toute notre stock, puis on est parti. Les Drakensberg, c'est un environnement quand même assez sauvage. Pour pouvoir atteindre les plateaux justement en hauteur, là, la Tugela Falls, c'est une des plus grandes chutes en fait qu'on retrouve qui fait quasiment 900 mètres de hauteur, mais à peu près, je pense, il y a 5 paliers différents. Donc nous, on est vraiment à sa source tout en haut pour pouvoir rejoindre le plateau qui est à 3000 mètres, parce qu'on est toujours autour de 3000 mètres dans les Drakensberg quand on va vraiment être dans le trek. Et pour pouvoir le rejoindre, ben, on a quand même une petite montée avec un passage un peu technique qui est justement le passage des échelles. Technique dans le sens où bah, ça peut être justement un peu ressenti vertigineux pour certaines personnes. C'est un passage qui est quand même relativement court. On parle d'à peu près 70 mètres, 80 mètres justement à grimper en échelle comme ça. S'il y a des difficultés, évidemment, on s'arrange pour les sacs. Les porteurs aussi, l'équipe locale sont là pour nous aider à passer ce petit passage-là. Honnêtement, il dure pas très longtemps. On a un petit système de baudrier ou quelque chose pour sécuriser les gens si besoin. Donc, on parle d'un... C'est ça. C'est toujours plus impressionnant en photo que ce que ça peut l'être vraiment. Les échelles sont vraiment bien fixées aussi sur la paroi, ce qui fait que ça peut pas, on peut pas partir n'importe où avec ça. Donc, ça reste quand même très faisable en prenant notre temps. Puis je le répète, on parle de 70, 80 mètres maximum. Après ça, une fois qu'on arrive en haut, on n'en parle plus des échelles, on est sur le plateau, puis là, on fait vraiment juste naviguer. Il y aura un petit peu de dénivelé, évidemment, mais on est sur le grand plateau pour toute la durée du trek. Et donc les Drakensberg, encore une fois, ben, on va être dans un environnement, vraiment, là, on le voit, les grands pics, les sortes de sommets en forme de cloche là, qu'on voit partout. Ce qui est le fun, c'est que là, donc, c'est la frontière naturelle entre justement l'Afrique du Sud et le Lesotho. C'est un environnement qui est quand même très sauvage. Les Drakensberg, on va vraiment pas croiser grand monde. Si on croise des gens, ça va être surtout peut-être des bergers Basotho qui viennent faire paître leur troupeau. Mais c'est très rare qu'on croise du monde. Ça reste, comme je disais, bah, justement, un berger qu'on avait croisé sur le chemin. Et c'est drôle de les croiser à ce moment-là parce que ça nous ramène un petit peu justement au Lesotho quelques jours déjà avant quand on y était. Donc il y a comme un petit point de nostalgie déjà même dans le voyage quand on se rappelle de notre premier trek au Lesotho. On est sur du hors sentier la grande majorité du temps quand on est dans les Drakensberg, même si parfois on peut avoir un petit sentier quand même tracé à force de passage ou justement les bergers qui les empruntent. Mais la plupart du temps, là, on le voit un petit peu, ça reste du hors sentier. Donc il y a une petite attention particulière à avoir, un petit peu plus bah oui, d'agilité, mais je veux dire, après ça, il n'y a rien de technique, il n'y a pas d'enjambée à faire, on n'est pas dans des environnements où il faut vraiment porter une attention constante, mais ce qui reste que malgré tout, on est sur du backcountry.
On peut voir justement la fleur nationale, le protéa aussi, que ce soit dans les Drakensberg ou un petit peu plus bas en altitude. Un petit mot sur notre équipe locale. On a une belle équipe avec nous, très variée aussi, parce que c'est vrai que je l'ai pas mentionné au début, mais l'Afrique du Sud, ce qui est super enrichissant et intéressant, c'est qu'il y a 11 langues officielles. Il y a beaucoup plus d'ethnies en Afrique du Sud, mais donc au sein même de notre équipe, on peut avoir des personnes d'origine zoulou, d'autres Xhosa, donc ils parlent pas la même langue. Parfois, c'est des langues à clic, donc c'est vraiment très déroutant. C'est un gros défi pour apprendre à parler, en tout cas quelques petits mots, mais c'est vraiment très amusant aussi. Ils sont ultra sympathiques. Et donc, ils sont là pour tout le soutien, évidemment, logistique, tout au long du voyage. On a notre guide principal aussi qui est Zi dans les Drakensberg, qui est une femme vraiment exceptionnelle. En plus, comme je disais, donc de toute son équipe et du guide caravanier qui accompagne également pendant le voyage. Les Drakensberg, ça peut être très aérien, parfois vertigineux, mais vertigineux dans le sens où on va jamais marcher sur le bord d'une paroi avec la falaise. C'est quand même très large, ce qui fait que les campements peuvent être aussi très variés. Mais j'aime bien dire vertigineux et aérien parce qu'on a toujours beaucoup de vues, beaucoup de visibilité. Alors là, c'est sûr que c'est que des photos où c'était quand même très dégagé, on avait une belle météo. Faut pas oublier que les Drakensberg, c'est comme je le disais, un environnement où la météo peut changer vraiment radicalement très vite en fait dans une seule journée. Donc c'est vraiment pas rare qu'on ait de la pluie, parfois même de la grêle, quand on ait des orages, parce qu'on y va, en tout cas c'est des cellules orageuses en fait qui se créent. On y va malgré tout toujours dans la bonne saison pour y marcher, ce qui est donc au printemps ou à l'automne, sachant que les saisons sont inversées chez nous, donc souvent ça va être en avril-mai ou alors en octobre-novembre pour la durée de nos voyages, la saison en tout cas. Mais ce qui fait qu'on pourrait aussi avoir des journées plus nuageuses. Mais quand c'est pas nuageux, on a quand même toujours des superbes vues, vraiment sur les montagnes, puis parfois même sur des villages un peu plus loin. Donc nos campements, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a toujours une grande tente messe pour prendre les repas ensemble. Et ensuite, on a des tentes 3 places où vous êtes deux par tente ou seul si vous souhaitez voyager solo. Mais encore une fois, le choix des campements, parfois, on peut vraiment avoir des vues très dégagées. Parfois, on est un petit peu plus dans les terres. Quand on a besoin de s'abriter, si jamais la météo est pas avec nous, on va peut-être un petit peu plus loin pour s'abriter dans les terres pour éviter d'être trop exposé. Donc, ça peut être très variable. Là, justement, on prenait un petit thé café avant une bonne tempête. Ça arrivait quelques fois. Donc, puis en général, ça souffle fort, ça va péter fort. Puis après ça se dégage. Et on a la chance d'avoir un beau soleil le lendemain. Mais faut être prêt à tout dans les Drakensberg. Ça reste un environnement de montagne ouais, assez, qui peut parfois avoir une météo très aléatoire dans une seule et même journée. Ça reste qu'il fait pas nécessairement froid. On est quand même à 3 000 mètres, donc mine de rien. Puis quand je dis froid, c'est rare qu'on soit sous les zéros, mais on peut tourner autour de 0,5 degrés. Donc dans la liste de matériel qu'on vous fournit, c'est normal qu'on vous conseille même d'avoir des sacs de couchage -10, autour de -10, là, c'est l'idéal, parce que les nuits peuvent être vraiment fraîches. Au Lesotho, il fait toujours un petit peu plus chaud parce qu'on est plus haut, je veux dire, on est un petit peu plus bas en altitude. Même si en novembre, il peut faire quand même assez frais. Dans les Drakensberg, étant donné qu'on est à 3 000 mètres, il peut faire quand même frais la nuit, mais très agréable le jour pour y marcher en tout cas. Quand on redescend, on a quand même une bonne descente à prendre en compte là, que je vous l'ai dit, pour rentrer dans les Drakensberg, on a la bonne montée en échelle. Par contre, on prend pas d'échelle pour redescendre. On a par contre un superbe sentier comme on le voit ici, qui est parfois un peu raide, un peu difficile pour les genoux à certains moments. On y va très tranquille. Puis après ça, on serpente comme ça, au plus on descend, on serpente dans les montagnes, puis c'est vraiment spectaculaire. Moi, je trouve que ce sentier-là, il est magnifique. Puis notre dernier campement, on est vraiment au pied des Drakensberg. Donc là, on a toute la vue, tout l'itinéraire. On voit la progression qu'on a eue en fait dans les montagnes. Et ouais, ça reste aussi toujours très isolé. On croise pas grand monde dans ces montagnes-là, ce qui fait on est très chanceux. Donc, petite photo souvenir de nos groupes. On voit Dee justement sur la droite, notre guide, puis aussi la photo avec toute notre équipe.
Alors voilà pour les Drakensberg. Après avoir terminé les Draken, on retourne à Johannesburg pour terminer notre portion de voyage. Là, encore une fois, on a un autre regard de Johannesburg. On va dormir dans un environnement très très différent, dans un hôtel vraiment incroyable, pour vivre aussi une expérience assez unique. On termine ici, puis au choix après, pour ceux qui veulent continuer, on a proposé, puis on peut encore le proposer en, je veux dire, en extension pour ceux qui le souhaitent, un safari au parc, en fait, dans une réserve privée près de Kruger. Et là, le type de safari qu'on a déjà expérimenté, c'est un safari à pied. Donc vraiment, vraiment unique aussi comme expérience parce que souvent on va partir donc à pied pour plusieurs heures très tôt le matin au lever du soleil, puis ensuite on va y aller un petit peu plus tard en après-midi. Et là-dedans aussi, il va y avoir évidemment des sorties en Jeep pour pouvoir aller plus loin dans le parc, compléter. Mais ce qui nous donne vraiment une sensation un peu de pisteur, de pister les animaux. Justement, on va apprendre à reconnaître les traces de pas, parfois d'excréments, d'apprendre à comprendre les comportements des différents animaux qu'on peut croiser. Mais on est évidemment accompagné par des rangers, pisteurs, guides armés avec nous la journée au cas où. Mais ils sont vraiment super là pour... en tout cas, ils ont l'œil, ça c'est clair. Ils vont pouvoir nous apprendre tout un paquet de choses sur les animaux, puis comment apprendre à reconnaître leurs différents comportements. On dort dans des super petits campements, dans 2 nuits, 3 nuits différentes, très confortable. On est dans le style un peu glamping, donc c'est des belles tentes. On a des vrais lits, des couvertures. On a toujours le drap blanc pour manger le soir. On a un cuisinier aussi qui accompagne, donc vraiment, ça reste plus plus. On voit le type de Jeep aussi pour les safaris. Ensuite, quand on part en Jeep, là, c'est des Jeeps ouvertes. Donc, ça donne aussi une autre expérience que, par exemple, en Tanzanie ou ailleurs en Afrique, où ça va être des Jeeps fermés, mais avec des toits qui se surélèvent. Là, on est vraiment en liberté dans notre Jeep. Donc, ça nous permet d'avoir une superbe vue, dans tous les sens. Donc, il y a toujours des petits feux aussi le soir. C'est vraiment très sympathique. Évidemment, ça, c'est un type d'extension. Ça peut être aussi, il y a 1 million d'autres possibilités si vous préférez avoir le confort d'un lodge. C'est tout à fait possible aussi. Et Cape Town, pour terminer, donc l'extension, moi je peux que vous conseiller d'aller faire un tour à Cape Town. C'est franchement une ville super intéressante, une ville qui se marche. J'étais seule quand j'y suis allée, puis j'ai adoré me balader en ville. Ça m'a vraiment fait du bien parce que justement à Johannesburg, on peut pas nécessairement le faire. Cape Town, c'est quand même assez sécuritaire si on reste vraiment dans le centre-ville, les différents quartiers qui sont quand même assez touristiques. Donc ça reste très beau, très intéressant et très agréable aussi. Il y a des très bonnes tables en Afrique du Sud. Puis ça vient vraiment ponctuer aussi tout notre voyage, notre itinéraire. Il y a du très bon vin, la région des vins aussi dans Cape Town, c'est super pour aller visiter. Si vous êtes amateur de surf, il y a des très très beaux spots de surf aussi. Alors voilà, pour Cape Town, là, 3 jours à Cape Town, je trouve ça parfait. Et c'est ce qui me fait conclure cette conférence. Je vais arrêter mon partage. Et donc là, pour l'instant, les dates 2026 sont déjà en ligne. Donc les prochains départs, comme je le disais, vont être au printemps et ensuite à l'automne. Aujourd'hui, ça vous donnait vraiment l'esprit général, là, les grandes lignes du voyage, mais évidemment, s'il y a des questions, des interrogations quelconques, n'hésitez pas à nous appeler ou à venir vous voir au bureau. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je regarde rapidement le clavardage. Je pense pas qu'il y avait de questions, mais en tout cas, si jamais je suis encore là pour quelques minutes. Sinon, merci. Bah, merci Lucie. Merci pour votre présence et au plaisir alors d'avoir de vos nouvelles si jamais le projet vous intéresse.